Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. 8h34, merci d'être avec nous. Bonjour à toutes et à tous. Les Français veulent savoir. Parlons vrai ce matin avec Sylvain Maillard, député de Paris, président du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. Sylvain Maillard, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin et bonjour à tous vos auditeurs. Bien, merci d'être avec nous. Le Premier ministre Gabriel Attal à l'Assemblée nationale, devant les députés, puis devant les sénateurs au Sénat. Quand son discours de politique générale ? C'est pas à moi de l'annoncer, mais probablement plutôt la semaine prochaine. Mardi prochain. Je n'ai pas de date à vous annoncer, mais je dis probablement la semaine prochaine. Probablement la semaine prochaine. La semaine prochaine, parce que le président de la République va s'exprimer demain soir. Je vais y revenir. Est-ce qu'il demandera la confiance des parlementaires ? Vous savez bien que nous sommes en majorité relative. Oui. Et donc le positionnement, quand vous demandez la confiance et un vote de confiance des députés, il s'organise traditionnellement sous la Ve République avec vous êtes dans l'opposition ou la majorité. Et donc il me semble pas nécessaire de demander un vote de confiance. Je pense par contre qu'il y a besoin d'un discours d'affirmation de ce que veut porter le gouvernement, de ce que veut porter Gabriel Attal. Et c'est un discours qui sera attendu évidemment dans les jours qui viennent. Gabriel Attal aurait-il peur d'un vote de défiance ? C'est pas une question de vote de défiance. Vous savez bien que nous sommes en majorité relative. Oui, et donc c'est un positionnement qui sera a priori. Et donc nous ne voulons pas les Français ne veulent pas un gouvernement qui soit jugé a priori. Ils veulent juger sur des actes. Et donc c'est au gouvernement qui est à l'heure actuelle à l'œuvre qui doit délivrer du résultat. N'est-il pas dommage qu'un Premier ministre nouvellement désigné vienne devant l'Assemblée, prononce un discours et que personne ne se prononce sur ce discours démocratiquement en votant? Jean-Jacques Bourdin, c'est la démocratie parlementaire, c'est Jean-Luc Mélenchon qui dit ça. Mais il n'est pas le seul à le dire. Mais la démocratie parlementaire. La démocratie, elle a choisi au mois de juin 2022 de nous donner une majorité relative. C'est les Français qui l'ont décidé et on se plie à ça. Il nous faut trouver des majorités pour chaque texte. Sur des budgets, vous le savez parfaitement, nous n'avons pas de majorité puisque c'est l'opposition face à la majorité relative. Et donc, il est évident qu'à chaque fois qu'il y a ce type de décision à prendre, les positionnements ne sont pas dans la nuance. C'est pour ou contre. Vous êtes dans l'opposition, vous êtes contre. Vous êtes dans la majorité, vous êtes pour. Ce soir, vous serez reçu par Emmanuel Macron avec tous les parlementaires de la majorité, le gouvernement aussi. Je crois savoir qu'Elisabeth Borne sera là aussi. Je ne sais pas si elle sera là. Bon. En tout cas, bien sûr, elle est invitée. Bon, ce soir, donc, qu'attendez-vous du président de la République qui va s'exprimer demain à 20h15, conférence de presse sur toutes les chaînes de télévision. Enfin, toutes les chaînes de télévision, je ne sais pas encore si les grandes chaînes vont retransmettre toute la soirée en direct, mais parce que ça va durer. On parle de 2 heures, mais ça va durer au moins 3 heures avec Emmanuel Macron. Qu'attendez-vous ? C'est une initiative forte qu'il veut porter. Je n'ai pas d'informations à vous donner à ce micro ce matin, mais vous dire que c'est évidemment un tournant, en tout cas c'était annoncé et dit par le président de la République, un tournant du quinquennat. Il nous donnera sûrement plus d'informations ce soir à l'Élysée, mais évidemment ce sera un moment fort et qui va... Comme il l'a annoncé d'ailleurs, c'est un tournant du quinquennat, un rythme différent dans ce quinquennat. Il a changé de gouvernement, changé de Premier ministre et pour lancer une nouvelle impulsion. Il a besoin de reprendre les rênes ? Je pense qu'on a terminé une séquence précédemment. On a fait beaucoup de références. Écoutez, moi je vais vous dire, l'année dernière, je suis assez fier des réformes que nous avons portées. Parfois très impopulaires, la réforme des retraites, la réforme de l'assurance chômage, la réforme sur l'immigration, c'est des réformes difficiles à porter. Nous les avons portées jusqu'au bout. Nous avons été élus pour ça, réformer la France. Et donc moi, je suis très fier du bilan que nous avons eu en 2023. 2024 est une nouvelle année, une année importante pour nous. Évidemment, pour le député de Paris que je suis, les Jeux Olympiques vont rythmer cette année. Mais je crois, au-delà de ça, avec les élections européennes, et puis la géopolitique, peut-être nous aurons l'occasion d'en parler. On voit qu'on a changé de dimension. Il est important qu'on puisse aussi, dans l'expression gouvernementale, avoir une autre phase. Je vais vous parler de Rachida Dati, évidemment, d'Amélie Oudéa-Castéra, mais à propos de loi immigration, rassemblement prévu par la gauche et les syndicats le 21 janvier, qui demande à Emmanuel Macron de ne pas promulguer la loi. La loi sera promulguée. Évidemment.
Ah, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Quelle que soit la censure du Conseil constitutionnel. La loi sera promulguée une fois que le Conseil constitutionnel, qui se prononcera le 25 janvier, aura dit ce qu'il doit dire, et ensuite la loi sera promulguée. Oui, c'est une loi importante et nous en avons besoin. Sylvain Maillard, Rachida Dati reste maire du 7e arrondissement. Curieux, non? Devait-elle démissionner? La loi lui permet, puisque c'est une mairie d'arrondissement, donc elle n'a pas la personnalité morale, elle peut rester maire du 7e arrondissement. C'est bien qu'elle reste maire? C'est son choix. Oui, non mais d'accord, c'est son choix. Oui, c'est son choix. Ça, nous l'avions compris. Mais je vous demande, est-ce que vous pensez, vous, à sa place, seriez-vous resté, je sais pas moi, député non, mais si vous étiez maire d'un arrondissement, seriez-vous resté maire? J'étais conseiller d'arrondissement du 9e arrondissement et député. J'étais pas maire, j'étais conseiller d'arrondissement et député. Voilà, je vous sens un peu embarrassé là. Je vous sens un peu embarrassé. Je pense que c'est une question. Jean-Jacques Bourdin, j'allais jusqu'au bout. Je pense que c'est une question très personnelle. Est-ce que vous avez envie et vous sentez suffisamment le temps et la force de gérer aussi cette mairie d'arrondissement? Si c'est le cas, et ça a l'air d'être le cas, puisque c'est ce qu'elle nous dit, je trouve que c'est pas forcément une mauvaise idée. Par contre, je dirais a priori dire, bah non, vous êtes dans telle case, donc ça va pas l'autre case. En fait, puisque la loi le permet, c'est à elle de décider. D'accord, oui. Mais moi, je me souviens ce que disait Gabriel Attal, c'était jeudi soir sur TF1. Mes ministres seront dans leurs fonctions à 200%. Voilà ce qu'il disait. Mais beaucoup de ministres sont conseillers municipaux aussi. Et écoutez, quand on n'est pas élu local. Vous auriez dit que vous êtes déconnecté, vous n'êtes pas sur le terrain. Quand on est élu local, non, vous n'avez pas le temps de le faire. À un moment, il faut choisir. Chaque ministre décide en fonction de ce qu'il est. Rachida Dati pense, et probablement elle a raison, de dire je peux continuer à être maire d'arrondissement. C'est pas maire de plein exercice. Maire d'arrondissement, et d'exercer, c'est à Paris. En plus, il n'y a pas de transport, donc acte. Vous la soutiendrez en 2026 ? Encore une fois, je l'ai dit, il n'y a aucun deal qui a été fait avec Rachida Dati sur la tête de liste au municipal en 2026. Je l'ai dit aussi, je suis élu au mois de Renaissance Paris, je suis le président du groupe à Paris. Très clairement, j'ai donné un calendrier, nous choisirons notre candidat début 2025 et je vais proposer que ce soit un vote. Il y aura donc un candidat Renaissance. Un candidat de la majorité présidentielle. Et j'ai proposé qu'il y ait une élection de nos militants, les militants Modem, Parti Radical, Horizon, Renaissance, tous ceux qui sont dans la majorité puissent voter pour choisir leur candidat ou leur candidate. Une ministre mise en examen, où est l'exemplarité ? La mise en examen, vous savez très bien, ce n'est pas à culpabilité. Moi, je crois que là-dessus, c'est un principe très fort que rappelle en permanence le président de la République. François Bayrou avait dû démissionner. Je me souviens de ça. C'est vrai ou pas ? Je crois profondément. Vous me posez la question à moi. Moi, je crois en la justice et je crois que les mises en examen ne sont pas de la culpabilité, mise en examen, ça veut dire qu'on attend la décision de la justice. Quand la décision de la justice est passée, là, il faut une décision politique. Le changement de scrutin Paris-Lyon-Marseille, où en est la proposition de loi ? Vous savez que je portais, d'ailleurs je suis venu en parler ici. Mais je sais, c'est pour ça, j'ai une bonne mémoire. Avec mon collègue David Amiel, nous avons une succession encore d'auditions tout le mois de janvier. Nous avons pris un peu plus de temps parce que la loi immigration nous a pris ce qu'on appelle de la bande passante au mois de décembre. Mais l'objectif pour moi, c'est évidemment de la faire adopter courant 2024 avec un principe très clair. Un Parisien égale une voix, un Marseillais égale une voix, un Lyonnais égale une voix. Un principe démocratique qui s'applique dans toutes les municipalités de France, sauf dans 3 villes. Paris, Lyon, Marseille. Adoption donc courant année 2024, donc pour 2026. Exactement. Un Parisien, une voix. On est bien d'accord. Une voix. Je vous dis ça parce que je recevais Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la mairie de Paris vendredi, qui nous disait ce débat est abordé de manière mensongère. Les élections à Paris ne sont pas gagnées par défaut, disait-il. Encore une fois, l'objectif il est double. Un, c'est de dire
qu'on ait un maire. Pour le cas de Paris, on a un maire de tout Paris, c'est-à-dire qui s'occupe de tout Paris, pas uniquement de ces arrondissements dans lesquels il est élu, et même ces arrondissements-là, il s'en occupe très mal. Mais de concentrer les budgets sur ces arrondissements-là. Deuxième chose, c'est de faire en sorte que l'on soit sûr que le maire ou la maire qui est élu est bien élu majoritairement dans le pays. 2 fois à Paris. Dans le passé, 2 fois des maires ont été élus alors qu'ils étaient minoritaires. Et donc nous voulons changer. Et à Marseille, ça a été le même cas avec Gaston Defferre. D'ailleurs, c'est lui qui avait changé la loi pour pouvoir être élu. C'est quand même, en 21e siècle, un déni démocratique incroyable. Donc on veut changer ce principe et de faire comme dans n'importe quelle autre ville de France, le même type d'élection avec ça fonctionne bien dans les autres villes. Enfin, j'entends pas de plainte là-dessus. On va faire la même chose à Paris. Bien, Amélie Oudéa-Castéra, nouvelle ministre de l'Éducation nationale, au cœur d'un premier débat, je dirais. Les syndicats enseignants appellent à la grève le 1er février, un jeudi. Augmentation des salaires, arrêt des suppressions de postes. Une grève de bienvenue. C'est une grève de bienvenue à vos yeux? Non, mais je pose la question comme ça. Je suis pas du tout de culture de grève, donc je pense pas qu'il y ait des grèves de bienvenue, et je pense que c'est voilà, c'est pas ma culture. Ah bon, d'accord. Bon. Sylvain Meillard, des propos tenus vendredi par Amélie Oudéa-Castéra ont occupé tout le week-end. Il risque, ces propos, de mobiliser les syndicats d'enseignants, ils l'ont déjà dit. Alors, la nouvelle ministre de l'Éducation nationale ne scolarise pas ses 3 enfants dans le public, mais dans l'école privée. Est-ce gênant ? Pourquoi n'a-t-elle pas assumé tout de suite en disant « Oui, mes enfants vont à l'école privée ». Mais c'est ce qu'elle a fait. Elle a dit tout de suite elle a dit qu'elle les a émis parce qu'on manquait. Pardon. Non. Parce qu'il y avait des heures de cours qui n'étaient pas remplacées dans le public. C'est ce qu'elle a dit. Vous voyez, en fait, cette guéguerre en permanence privée-public. Je me souviens, en 1984, c'est la première manifestation où mes parents m'ont emmené manifester pour l'école privée, enfin l'existence de l'école privée. Pour l'école privée, alors que moi j'étais dans le public et mes parents m'avaient scolarisé dans le public. Mais la loi Fallou, non, c'est pas ça. Estimé en tout cas que mes parents, alors que j'étais dans le public, estimaient que les parents devaient avoir le choix sur le choix de l'école de leurs enfants. Oui. Bon, écoutez, c'était en 84. Qu'est-ce qu'on fait? On rejoue ça là? On a en France, on a le droit de choisir si on met dans le privé ou dans le public. Mais pourquoi n'a-t-elle pas dit mes enfants sont dans le privé? Encore une fois, je ne suis pas dans la tête d'Amélie Oudéa-Castéra, mais elle a été très claire. Elle l'a dit, mes enfants sont dans le privé, et expliqué sa perception, pourquoi elle avait voulu changer. Voilà. Encore une fois, moi, vous savez, je suis là-dessus. Je pense que les parents font comme ils veulent. Il faut leur assurer une éducation partout pour les enfants de haut niveau, améliorer l'éducation publique. Ça veut bien. Par contre, ça montre bien qu'il nous faut encore améliorer. Même si on a transformé, je pense, profondément l'école publique. Le dédoublement, c'est quand même nous qui l'avons fait. Dédoublement des classes. Il n'y a pas un prof, à l'heure actuelle, il faut que vos auditeurs l'entendent, Jean-Jacques Bourdin, il n'y a pas un prof en France, ça c'est sous Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale, qui gagne moins de 2000 € en France, net, hein. Pas un prof. Mais Gabriel Attal, qui avons augmenté profondément mais Gabriel Attal, Sylvain Maillard avait dit il y aura un enseignant devant chaque classe. Il avait dit ça lors de la rentrée, ce qui n'a pas été le cas. Pardon, Sylvain Maillard. À la rentrée prochaine à Paris, 125 classes seront supprimées dans les écoles publiques. Ouais. Bah, vous savez quoi ? Donc le problème, il vient d'où à Paris? Moi, je voudrais qu'on en parle parce qu'on enferme aussi dans ma circonscription. J'ai des classes à 15, Jean-Jacques Bourdin. 15 élèves dans les classes, dans le public à Paris. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on accepte? Est-ce qu'on dit, encore une fois, on va privilégier les Parisiens? Vous allez avoir à votre micro, à Nîmes ou ailleurs, dire, attendez, nous, je comprends pas, on a des classes de 25, 26, et à Paris, on a 15. Pourquoi il y a plus de, parce qu'il y a moins de Parisiens. Oui, parce que depuis qu'on a Anne Hidalgo, on perd des Parisiens, des familles, tous les ans. Entre 12 et 15 000 Parisiens quittent Paris. Et ceux qui partent, vous savez quoi? Sont les familles. Elles partent habiter ailleurs. Donc à un moment, on est obligé de fermer des classes. Mais on ferme même des écoles à Paris. On ferme des écoles. Pourquoi? Il n'y a plus de moins en moins de familles. Et donc, plutôt que de se dire, on ferme des classes,
Qu'est-ce qui justifierait qu'on garde des classes ouvertes avec 15 élèves? Moi, j'adore scolariser mes enfants, à Paris avec des classes de 15, mais c'est inexplicable pour le reste de la France. Sylvain Maillard, les enfants d'Amélie Oudéa Castéra, je ne vais pas faire toute l'émission autour de cela, mais ces enfants sont scolarisés au collège-lycée Stanislas. Tout le monde connaît Stan. C'est le nom, petit nom de cet établissement. Un rapport sur Stanislas et la manière dont l'enseignement est donné à Stanislas a été rendu à Gabriel Attal cet été, mais il n'a pas été rendu public. Est-ce que vous savez pourquoi ? Je n'ai aucune idée. Sur le fonctionnement de l'établissement. Vous avez raison, Stanislas c'est un établissement privé très connu à Paris, très élitiste. Il y a eu des doutes, il y a eu des doutes. Les profs qui devaient condamner l'homosexualité, certains profs. Il y a eu des doutes sur ce collège-lycée. Je n'ai aucune information à vous donner, je ne sais pas plus. Moi, ce que je veux redire, c'est qu'il est important qu'on garantisse le choix aux parents de mettre dans l'établissement qu'ils veulent leurs enfants. J'ai une autre question. Pourquoi l'école publique est-elle moins performante que beaucoup d'écoles privées ? Pourquoi ? En France ? D'abord, ça dépend des écoles privées et des écoles publiques. À Paris, c'est quoi ? Le niveau des écoles publiques est du même niveau que des écoles privées. Et d'ailleurs, les choix sont des choix d'options ou d'options pédagogiques. Les parents font en fonction des options pédagogiques. C'est pas une question de choix, d'évitement. Mais par contre, dans d'autres villes en France ou ailleurs, il peut y avoir de l'évitement. Et puis aussi, c'est vrai que l'école publique a une contrainte supplémentaire, c'est qu'elle doit accueillir tout le monde, alors que l'école privée peut choisir les élèves qui rentrent à l'intérieur de son établissement. Sylvain Maillard, Gérald Darmanin, après les Jeux Olympiques, un cycle au ministère de l'Intérieur sera atteint. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va démissionner après les Jeux ? C'est ce que j'ai compris. Vous aussi ? On parle vrai. Parlons vrai. Le nom. Et dites-moi, Les Jeux Olympiques, ça va être l'événement le plus difficile à organiser de l'histoire des événements que nous avons organisés. Extrêmement dur, à une tension extrêmement forte. L'ensemble de nos policiers, de nos gendarmes, de nos militaires, tout le monde va être sur le pont pendant des mois et des mois. Ça va être extrêmement difficile, d'une tension forte. On sait très bien qu'on va basculer sur autre chose après. Ça va être, moi, je pense, un formidable événement qui va propulser la France, qui va propulser Paris partout dans le monde. Forcément, les équipes, il y aura besoin d'un renouvellement après. Alors, le ministre de l'Intérieur en parle. Librement. Pourquoi pas librement. Librement. Vous le voyez comme ça ? Vous pensez à sa démission ? Vous pensez qu'il envisage sa démission en disant cela ? Moi, j'ai une confiance très forte en Gérald Darmanin. Je sais qu'il mènera parfaitement sa mission. Après qu'il le dise peut-être dans une interview, ça fait partie peut-être d'un moment de vérité de ce qu'il est et se dire il faudra autre chose, une autre impulsion après. Sylvain Maillard, le Paris Saint-Germain, un mot. Est-ce que la mairie de Paris doit vendre le Parc des Princes au Paris Saint-Germain ? Moi, je suis contre les décisions de principe. C'est-à-dire que dire, parce que c'est le Qatar, qui ne sont d'ailleurs pas mes amis, qui achète, je suis contre la vente. Non, je pense que la réflexion doit être, est-ce que le club Paris Saint-Germain, qui a pour le moment comme propriétaire le Qatar, mais qu'il y aura d'autres propriétaires dans la vie du club. Moi, je suis un supporter depuis longtemps, il y a eu d'autres histoires avant, il y en aura d'autres après. Est-ce qu'il doit, pour continuer à se développer, posséder son stade comme tous les autres grands clubs à travers la planète ? Oui. En fait, le modèle économique fait qu'il faut posséder son stade parce qu'il faut des investissements, parce que c'est là où vous avez quand même la billetterie. Pourquoi ne pas vendre le Parc des Princes ? Donc, il faut rentrer dans le sujet. Quelle est la valorisation ? Quels sont les engagements pris les uns et les autres ? Ça, c'est à la mairie de Paris d'établir un cahier des charges et de discuter avec le propriétaire du Paris Saint-Germain. Il faut ouvrir des discussions. On ne doit pas vendre pour vendre. On ne doit pas vendre pour vendre. Par contre, ouvrir des discussions sur la vente. Ce qui pourrait être le pire, ce qui pourrait nous arriver de pire, c'est que le PSG décide de partir et de construire un autre stade ailleurs et de laisser sur les bras de la mairie de Paris, qui est déjà extrêmement endettée, un stade où il n'y aurait pas de club résident. Donc il faut ouvrir des discussions sur la vente. Il faut toujours ouvrir des discussions parce sur que la vente. Le PSG a besoin du Parc des Princes et Paris a besoin du PSG. Et donc l'entente doit être obligatoire entre les parties. Bien. Moi j'ai une question qui revient, de nombreux auditeurs me la posent sans cesse. Vraiment. Pourquoi y a-t-il des millions de salariés en France qui ne peuvent pas vivre avec leur salaire ?
Ça, c'est une question essentielle. C'est la question. Oui. C'est la question. Oui. Le travail ne paye pas assez en France. Non. Le travail, et c'est très intéressant ce que vous dites, parce que quand vous regardez en valeur absolue ce que paye un patron pour son salarié, et ce que le salarié reçoit en net, oui. Le différentiel est probablement en France le plus important. Exact. Le plus important. Donc c'est pas que le patron ne paye pas suffisamment cher, c'est que le net qui rentre dans votre poche, en fait, n'est pas assez important. Pourquoi ? On a choisi un modèle social extrêmement protecteur, avec, quand vous regardez, moi j'avais adoré ce tableau, je ne sais pas si vos auditeurs se souviennent, pendant les grands débats, il y a quelques années, on avait pour 1 000 euros de budget de l'État, où passer l'argent sur 1 000 euros. Oui, c'est très bien, d'ailleurs, on devrait savoir. Écoutez, 58% passe dans les retraites, l'assurance chômage. Alors, est-ce qu'il faut rogner sur ce modèle social ? C'est un choix de société. Nous avons un modèle extrêmement protecteur. Nous, ce que nous portons à Renaissance, que porte le président de la République, il est très clair. Dire, nous, on veut garder ce modèle social, mais du coup, il nous faut travailler plus. C'est pour ça qu'on a fait pour travailler plus, pour financer. Et donc on dit, si on veut pas renier ce modèle social, travaillons plus. C'est pour ça qu'on a fait plus d'heures. C'est pour ça qu'on a remettre en cause les 35 heures. C'est pour ça qu'on a fait la réforme des retraites, pour travailler plus, pour financer. 35 heures, je ne sais pas s'il faut. En tout cas, il faut qu'on travaille plus tout au long de notre vie. Il nous faut plus d'heures pour financer notre modèle social. Et pendant ce temps-là, c'est notre choix politique. Hein. Oui, c'est le choix politique, c'est un choix important. Et c'est un choix politique d'augmenter l'électricité aussi, puisque ce sont les taxes qui augmentent. Et ça rogne aussi, mais sur les salaires et sur ce qui reste. Jean-Jacques Bourdin, il faut pas avoir. Ça va augmenter de 10%. Est-ce que le gouvernement doit surseoir à cette augmentation ? Le bouclier. Ce que nous avons payé, plus de 25 milliards, nous avons payé pour que l'année dernière, l'électricité n'augmente pas. 25 milliards sur l'électricité, plus le gaz. C'est ça le bouclier. Oui. Et donc on commence à réajuster le vrai prix de l'électricité pour que les Français, c'est vrai, payent le vrai prix de l'électricité. Donc on augmente les taxes de 10%. On remet les taxes à peu près à l'endroit où elles étaient avant. Est-ce qu'il faut surseoir à cette augmentation des taxes? Non, moi je crois qu'il faut revenir. Faut l'assumer. Il faut revenir. Il y a beaucoup d'investissements à faire chez EDF. On a 14 centrales nucléaires à construire. Il nous faut réinvestir massivement. Et il faut que nous payions le prix de l'électricité au prix où ça coûte. Vous savez, si c'est pas le consommateur qui paye, ça prend une poche, ça part de l'autre. Hein. C'est quoi ? C'est le citoyen qui paye ses impôts. Hein. Il n'y a pas d'argent magique. Hein. C'est toujours quelqu'un qui paye. Donc il nous semble plus logique que ce soit le consommateur qui paye plutôt que le citoyen à travers ses impôts. J'ai une dernière question géopolitique. Depuis 101 jours, Israël bombarde Gaza. Ne serait-il pas temps de cesser ces bombardements ? Je rappelle que ces bombardements, ils ont commencé parce que le 7 octobre, Israël, il y a 101 jours, 41 de nos concitoyens sont décédés. Une attaque terroriste, islamiste, odieuse, insupportable du Hamas est venue tuer, égorger, violer sur le territoire israélien. C'est comme ça que ça a commencé. Et Israël a un but de guerre, faire en sorte que le Hamas n'existe plus dans la bande de Gaza. Et donc, la position de la France a toujours été la même. Que les Palestiniens n'existent plus dans la bande de Gaza ? Non, que le Hamas n'existe plus dans la bande de Gaza. Que le Hamas n'existe plus dans la bande de Gaza. Et de dire une chose, les Français sont vraiment à la manœuvre, faire en sorte d'aider comme on le peut, à travers des convois humanitaires, plus de 100 largement à 200 insuffisant camions, actuellement. Largement insuffisant. Il se bat aussi la diplomatie française. On ne le dit pas pour ouvrir des checkpoints, autres que uniquement celui de Rafah, parce que il faut que les camions puissent rentrer et sortir, puissent être contrôlés, si on veut avoir 200, 300, 400 camions qui puissent passer et faire en sorte que les Palestiniens puissent au moins se nourrir, se vêtir et puis se soigner. Donc ça, c'est le travail de la diplomatie française. On n'en parle jamais. C'est une diplomatie qui est vraiment à la manœuvre là-dessus. Mais je n'oublie jamais pourquoi ce conflit a commencé. Merci Sylvain Maillard d'être venu nous voir ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Si vous voulez réagir, 0826 300 300. Après 9h, nous serons en direct avec La Réunion après 9h pour voir où en est ce fameux cyclone qui balaye l'île. À tout de suite.